Bonjour à toutes et à tous, il est 14h30, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Nous sommes tous les quatre ravis de vous accueillir sur ce webinaire interactif qui intervient dans le cadre de la publication de notre étude des salaires des fonctions juridiques. Je suis Marion Tonard, marketing manager pour le groupe Morgan Philips. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes un groupe international spécialisé en acquisition de talents et en conseil en gestion des talents. Nous sommes basés en France, à Neuilly-sur-Seine, et aujourd'hui, à mes côtés, vous trouvez Marilyn Zemay, Charles Dupont-Alis et Xavier Béziot, qui représentent nos trois marques de recrutement chez Morgan Philips Group en France. Donc, comme vous le savez sûrement, le marché du recrutement juridique et fiscal en France a été fortement impacté en 2020 et continue de l'être en 2021. Aujourd'hui, de nombreuses fonctions juridiques se sont inscrites à ce webinaire et des fonctions RH également, vous le savez toutes et tous. La crise sanitaire a évidemment contraint les directions juridiques, les différentes entreprises et les cabinets d'avocats à être de plus en plus agiles et innovants, favorisant ainsi l'accélération de certaines transformations qui n'avaient pas encore été faites auparavant. Je parle bien entendu de télétravail, vous le savez, et de plus globalement la digitalisation. Donc c'est dans ce contexte très très particulier de la crise sanitaire que certains enjeux sont plus que jamais d'actualité et pour illustrer ces différentes mutations, Morgan Philips Group en France a souhaité établir un état des lieux les plus précis possible et le plus fiable possible sur les tendances, les salaires et différents turnovers du marché des métiers juridiques. Donc c'est pourquoi il y a quelques semaines, nos trois marques de recrutement, à savoir Fight, Morgan Philips Executive Search et Morgan Philips Interim Management, a donc passé au crible une vingtaine de fonctions juridiques. Pour entrer un peu plus dans le détail sur l'étude des rémunérations que nous avons menée, elle se fonde sur différents éléments. Le premier, vous en doutez sûrement, c'est sur tous les entretiens candidats que nos experts ont pu réaliser durant les 12 derniers mois, donc bien sûr sur des recrutements juridiques, j'entends, mais également sur toutes les missions et mandats confiés et réalisés pour nos clients, pareil au cours des 12 derniers mois en France. Évidemment, notre étude ne serait rien sans la data, les données. Vous le savez, c'est très important aujourd'hui dans notre monde actuel. On s'est basé sur des données issues de nos différents job boards partenaires. Je parle de QuelJob, le Cadre Emploi, Monster ou encore le Village de la Justice. Et bien entendu, des données issues des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn par exemple. En plus de ça, vous le savez, Morgan Philips est une société internationale. Nos données sont issues d'une base de données mondiale réactualisée en permanence par nos différents consultants à l'étranger également. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore pris connaissance de notre étude ou ceux qui souhaiteraient la revisionner, nous vous avons mis en lien dans le chat l'étude, le lien pour la télécharger. N'hésitez pas à aller le télécharger. Je vais laisser nos trois experts ici présents se présenter brièvement. Marilyn, à toi l'honneur, je t'en prie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Marilyn Zemay, je suis manager sur les métiers juridiques au sein du cabinet de recrutement Fight, où je travaille depuis maintenant plus de 5 ans. Auparavant, j'étais avocat pendant plusieurs années et je recrute avec mon équipe des avocats, juristes, fiscalistes et paralégales pour tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, du groupe coté à la start-up et enfin pour toute spécialité juridique. Charles ? Pour ma part, je suis avocat de formation également. Je dirige la practice légale au niveau de la marque Morgan Philips Executive Search, donc consacrée davantage aux profils confirmés et de direction, à la fois sur le juridique, la fiscalité et la compliance. Et je travaille également sur l'accompagnement des cabinets d'avocats sur les profils expérimentés, counsel et partenaires. Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je dirige l'activité management de transition de Morgan Philips France, où on intervient dans deux contextes, à savoir de la mission projet, de la mission de transition pure, et également du management relais. Peut-être qu'on reviendra dessus plus tard dans le cadre des questions-réponses. Merci à tous les trois. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre aux questions, un petit topo sur les grandes tendances en établissant cette étude, en préparant ce webinaire, grâce notamment aux questions que certains d'entre vous nous ont posées en amont et bien sûr par l'exercice de nos fonctions au quotidien. Nous avons décelé 4 grandes tendances du marché juridique actuel.
des tendances d'ailleurs qui sont autant d'enjeux pour les directions juridiques et les cabinets d'avocats. La première, et pas des moindres, ce sont tous les enjeux liés aux nouvelles technologies et aux nouveaux codes issus des startups. En effet, qu'il s'agisse de la révolution numérique ou de la montée en puissance des startups, les codes classiques du recrutement et du secteur juridique se voient totalement bousculés et transformés. On commencera par aborder ce sujet. On a eu de nombreuses questions à ce sujet. La seconde, à savoir le rôle du business partner du juriste. En effet, ces derniers sont de plus en plus considérés comme des facilitateurs, accompagnant à la fois les équipes commerciales et autres fonctions opérationnelles. On rentrera en détail sur ce sujet. La troisième, et cette fois-ci c'est Xavier qui va pouvoir vraiment nous apporter son expertise, c'est la demande croissante des managers de transition au sein du secteur juridique, forcément accentuée grâce à la crise sanitaire. Et enfin, un sujet que les RH parmi nous connaissent très très bien, mais même les opérationnels juridiques, l'attraction et la rétention des talents. En effet, 2020 et 2021 représentent de véritables challenges pour les directions juridiques et pour les directions des ressources humaines. Donc, on reviendra sur ce sujet plus en détail. Juste un petit point sur l'organisation de ce webinaire. Donc, plusieurs questions nous ont été posées sur chacune de ces grandes tendances. Si vous avez des questions à nous poser au fur et à mesure, n'hésitez pas. On tâchera d'y répondre le plus précisément possible. On espère que ce webinaire sera interactif comme on entend qu'il le soit. Avant de laisser la parole à nos experts, on tenait à vous donner quelques chiffres clés sur le secteur du juridique et du recrutement. Alors, 2020 a été une année plutôt triste en ce qui concerne le recrutement. 2021, on l'espère, sera meilleur. On l'appelle l'année du redémarrage pour l'emploi cadre. Quelques chiffres clés. 247 000, c'est le nombre de recrutements cadres prévus en 2021. C'est 8% de plus par rapport à 2020. Et parmi ces 247 000 recrutements de cadres prévus, 22 400 sont des recrutements prévus pour les activités juridiques. Donc, c'est plutôt bon signe pour le secteur juridique qui nous écoute aujourd'hui. 3 secteurs moteurs dans l'emploi cadre. Le premier, sans surprise, tout ce qui concerne l'IT, les activités informatiques. Notre première grande tendance, c'est bien sûr la montée en puissance des startups et tous les enjeux liés aux nouvelles technologies. Donc, c'est sans surprise que c'est ce secteur-là qui soit le plus moteur. Mais en deuxième, on retrouve le conseil et le juridique. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, suivie de près par l'ingénierie et la recherche et le développement. Enfin, 3 régions dynamiques pour l'emploi cadre. La première, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on voit bien que le confinement et la crise sanitaire est passé par là. Il semblerait que les Français aient besoin de verre et un peu plus besoin d'être en région parisienne. Et suivi bien sûr de près par des bassins de l'emploi, à savoir l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Voici pour les chiffres clés. On va maintenant passer à la première grande catégorie, à savoir les enjeux liés aux nouvelles technologies et les nouveaux codes issus des startups. La première question qui nous a été posée est une question de Nathalie. La maîtrise des nouvelles technologies est-elle indispensable aujourd'hui pour exercer une fonction juridique et faut-il se former ? Alors, je vais répondre à cette question de Nathalie, qui est une question qu'on nous pose effectivement régulièrement en tant que recruteur. La maîtrise des nouvelles technologies est-elle indispensable aujourd'hui pour exercer une fonction juridique ? Je dirais qu'au-delà de la fonction juridique, aujourd'hui, maîtriser les nouvelles technologies, c'est presque indispensable. Et également, au-delà du mandat juridique qu'on peut avoir de juriste, NTIC ou du secteur d'activité nouvelles technologies, aujourd'hui, les nouvelles technologies sont présentes dans énormément de mandats qu'on peut avoir à gérer et donc sur énormément de postes en juridique. J'ai à l'esprit notamment des postes classiques de juristes sinistres dans des assurances, où on peut aujourd'hui avoir une expertise en cybersécurité qui est de plus en plus demandée sur ces dossiers. Pareil, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, on peut avoir des postes de juristes où une expérience dans les biotech est positive, ou également si on a une connaissance de la santé connectée aussi, c'est tout à fait un plus. Et puis des métiers de juriste dans des secteurs un petit peu particuliers, dans des nouvelles entreprises comme le Legal Tech. Aussi, c'est des choses qui sont beaucoup demandées en termes de recrutement. À côté de ça, on nous parle aussi souvent du rôle de business partner de juriste. Et je pense que là aussi, étant donné qu'on recrute énormément, on a eu beaucoup de mandats pour des fintech, sociétés dans les nouvelles technologies, du type éditeur de logiciels, etc. Aujourd'hui, bien connaître son produit, être proche du business, ça amène aussi forcément des connaissances en nouvelles technologies
Et je pense qu'on l'a tous vu à travers les différents mandats qu'on a eus. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont vraiment importantes dans le milieu juridique. Alors, faut-il se former? Suite de la question. Alors, je pense que voilà, on n'est pas là pour faire un panel des formations en nouvelles technologies qui sont très bien. Il y en a plusieurs et de qualité. Au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont indispensables pour le juriste et il faut être curieux. Il ne faut pas hésiter à se plonger dans ces questions-là. En tout cas, on ne peut pas clairement faire l'impasse sur ce sujet. Merci Marilyn. La deuxième question, quelle est la réalité d'un directeur juridique en start-up? Du coup, je vais continuer sur cette question, sur ce sujet. Je pense que la réalité d'un directeur juridique en start-up, elle est très variée. Ça va être difficile de faire une réponse, je dirais, uniforme. Au-delà du poste de directeur juridique, je pense en start-up, directeur juridique classique, quelqu'un qui a une certaine seniorité et qui aurait vraiment une expérience importante. On peut avoir aussi une réalité différente, à savoir des juristes un peu plus juniors qui se voient attribuer des postes de directeur juridique, de responsable juridique dans des startups et qui sont les patrons du légal en quelque sorte. Et ça peut être un formidable accélérateur de carrière. Quelqu'un qui n'a pas une très grande expérience, un juriste fraîchement diplômé, mais qui aura envie vraiment de faire quelque chose de très général, d'être vraiment dans le business, challengeant. Ça peut être vraiment une très belle expérience et donc une réalité vraiment très intéressante. Voilà. Il y a une question qui nous arrive dans le chat, Marilyn, c'est finalement, est-ce que les startups sont plus rémunératrices? Est-ce que les startups sont plus rémunératrices? Je pense qu'aujourd'hui, à travers les recrutements qu'on a eus, on a vraiment des startups aujourd'hui qui s'alignent sur des belles rémunérations. Quand on parle de startups, on parle aussi de scale-up, des startups qui ont déjà grandi. Aujourd'hui, on a vraiment des startups qui proposent des choses intéressantes. C'est vrai qu'on a certains juristes qui nous disaient je préfère plutôt le grand groupe, la sécurité financière, mais la startup aujourd'hui vraiment présente aussi des avantages par rapport à ça, des belles rémunérations et surtout la possibilité d'avoir une rémunération qui évolue en même temps que la startup grandit, de l'intéressement, etc. Donc, ça peut être aussi un pari sur l'avenir. Et voilà, il ne faut pas se fermer. Donc, c'est une réponse, je dirais, pas claire, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais en tous les cas, il y a vraiment des belles opportunités en termes de rémunération. Je voulais juste rajouter un point sur les startups parce que concernant notamment la partie management de transition qui s'intéresse à des populations assez seniors, les startups sont des bons véhicules aussi de mission, notamment à temps partagé. On a de plus en plus de ce genre de demandes d'un jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Donc, ça peut aussi véhiculer des belles fonctions de direction juridique parce que petite start-up ou une taille moyenne ne veut pas dire forcément petit problème, donc au contraire. Et donc, on a aussi ce genre de sujet qui peut être important pour des directeurs juridiques plus expérimentés, enfin assez expérimentés, qui voudraient se lancer sur les startups. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à ce sujet. On va pouvoir passer à la deuxième catégorie, la deuxième grande tendance, à savoir le rôle du business partner du juriste. La première question qui nous a été posée à ce sujet est la question de Benoît. Quelles sont les qualités les plus recherchées chez un juriste aujourd'hui? Qui se sent de répondre à cette question? Je vais répondre parce que c'est vrai que c'est un sujet, c'est peut-être la question principale quand on recrute aujourd'hui un directeur juridique, quand je fais le brief avec mes clients. Donc, effectivement, la recherche d'un profil qui est avant tout business partner. Alors, business partner, c'est effectivement un terme utilisé beaucoup, un peu tarte à la crème, mais néanmoins, c'est vrai que c'est le critère principal. Donc ça, on en reviendra un peu plus en détail sur ce que ça inclut dans ce terme. Je voudrais vraiment insister là-dessus et puis effectivement voir comment on peut l'utiliser, comment montrer cette qualité des business partners en entretien. Deuxièmement, effectivement, l'idée, c'est d'être force de proposition. On en parle aussi souvent. Le cliché, c'est de dire qu'autrefois, le juriste pouvait dire oui ou non à une proposition business. J'allais dire aujourd'hui, l'idée, c'est comment y arriver, comment faire le business. Donc, malgré les contraintes législatives, réglementaires, trouver un moyen. Donc, c'est très complémentaire avec l'idée de business partner. Hands-on aussi, grande qualité demandée. Alors, c'est vrai que ça a toujours été le cas dans les structures plus entrepreneuriales,
type PME, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est que moi, parmi mes mandats de direction juridique, de TI, de plus grands groupes, c'est toujours demandé. C'est-à-dire que vraiment, on demande de ce point de vue de l'exemplarité du directeur juridique qui doit connaître les dossiers, qui doit relever les manches et, à l'instar de ses équipes, mettre les mains dans le cambouis pour être très clair. Voilà. Je vais un peu plus vite sur les autres qualités qui reviennent très souvent, mais qui sont encore une fois toujours d'actualité et surtout vraiment sur lesquelles on insiste pendant un brief, la capacité d'adaptation. Hein. Et là, c'est pareil, hein, l'idée, c'est d'être proche du terrain, comprendre le sous-jacent, capacité d'adaptation, évidemment, par rapport au profil des différents interlocuteurs, des stakeholders de la société. Par exemple, quand vous avez un juriste qui doit parler à des gens de l'IT, à des ingénieurs, des chimistes, bref, l'idée, c'est vraiment d'être capable de sortir un petit peu de son costume de juriste et essayer de comprendre ce que font les gens et s'adapter son discours en conséquence. Je dirais la curiosité intellectuelle, ça va un peu avec la capacité d'adaptation. Hein, encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se fait à côté. Et puis, on en a parlé déjà, hein, mais aujourd'hui, c'est quasiment 100% des briefs de direction juridique, c'est de savoir si la personne est à l'aise avec les nouvelles technologies. Donc là, c'est plus hard skills hein, cette fois-ci. Capacité, effectivement, à faire par soi-même. Donc, encore une fois, c'est lié à l'exemplarité. On ne peut pas demander d'utiliser des process, des outils hyper modernes si soi-même, en tant que directeur juridique, on n'est pas capable de les utiliser. Voilà, donc ça, c'est absolument nécessaire, a fortiori, dans des contextes de société type ESN, type marketplace, etc. Pour aller plus loin aussi sur ce que tu dis, Charles, en fait, ça suit un mouvement général hein, de ce qu'on appelait auparavant les fonctions support, qui maintenant sont des fonctions de business partnering, en fait, hein, pour faire simple, que ce soit le mouvement qu'a connu les ressources humaines, avant la finance, les ressources humaines, la supply chain, aujourd'hui le juridique. On sent aussi que ça commence à venir sur le compliance. Alors, c'est un peu plus difficile, mais on sent que la tendance est en train d'arriver. Enfin, plus largement, le fait que tous ceux qui étaient alliés au business et qui maintenant le sont encore plus par leur fonction technique soient encore plus hands-on, comme tu disais, et encore plus proches de business makers aussi, comme tu pouvais l'évoquer. Et du coup, Charles, comment mettre en avant ces différentes qualités en entretien? Oui, en entretien, ce n'est pas évident. C'est un vrai exercice de style. Après, je dirais qu'il y a quand même 2-3 éléments qu'on peut indiquer. Alors, je dirais même avant l'entretien. Moi, quand on reçoit des CV ou des track records, etc., on voit souvent déjà un petit peu la façon dont les profils ont tendance à envisager leur rôle. Je donne un exemple qui peut paraître caricatural, mais c'est par exemple des CV où vous avez aucune explication de l'activité de la société, aucun chiffre, aucun exemple de la concurrence, du modèle business. Encore une fois, ce n'est pas obligé d'être très long, mais je suis toujours choqué de voir qu'il n'y a pas un petit peu d'éléments business avec ces éléments-là. Deuxièmement, toujours pour rester sur le CV, très intéressant de montrer aussi qu'on peut quantifier, toute proportion gardée, mais on peut quantifier certaines réalisations. Voilà. Et du coup, plus on fait ça, plus je trouve qu'on s'éloigne d'une vision très fonction support, comme vous pouvez penser autrefois, pour être vraiment business partner. Et c'est vrai, business maker, on utilise de plus en plus ces expressions pour les directeurs juridiques et des RH, surtout en période de crise. Donc ça, c'est un premier élément, je pense. Voilà, l'idée en entretien, donc là, vraiment à l'oral, c'est d'illustrer, hein, tout simplement. Donc, moi, j'ai des directeurs juridiques qui régulièrement, et je trouve ça très intéressant, illustrent leur action, leur réalisation, en expliquant qu'ils se sont déplacés pour aller voir les équipes opérationnelles, qu'ils se sont déplacés dans les filiales. C'est quelques petits exemples comme ça. L'idée, c'est évidemment d'illustrer par des exemples frappants. Et ça me fait un petit peu sourire parce que je me souviens avoir été choqué il y a quelques années par un directeur juridique d'un univers bancaire qui m'expliquait effectivement que pour gagner du temps, lui, son métier, c'était justement de ne pas sortir de son bureau. Voilà, évidemment, c'est le contre-exemple de quelque chose qu'on ne pourrait plus entendre aujourd'hui. C'est juste impossible. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut
il faut expliquer qu'on est justement capable de sortir de son bureau. Puis troisièmement, on en a parlé, donc je vais assez rapidement, mais montrer aussi qu'on a pu se former, hein, tout simplement. Moi, quand je vois sur un CV ou quand un directeur juridique m'explique qu'à côté du droit, il a pu se former à travers des formations exécutives, à travers tout un tas de formations online ou autres, à des sujets de technologie, à des sujets digitaux, de finance parfois. Ça va même parfois plus loin, parce qu'il y a des gens dans des entreprises plus tech qui même apprennent à coder. Voilà, tout ça montre vraiment que le juriste va aller beaucoup plus loin et est capable d'aller très loin dans sa compréhension du sous-jacent de l'entreprise, de l'activité. Dans le secteur que je travaille, également en développement durable aussi, ça peut être aussi des types de formations adaptées à l'environnement des futures entreprises dans lesquelles ils vont évoluer. Exactement. Alors, on peut, mais encore une fois, hein, sur des fonctions de direction juridique, on évoque très peu le droit. J'ai beaucoup d'exemples en la matière où même les candidats sont assez étonnés, où finalement, l'entièreté du process a été de savoir quid de la dimension de business partner. Donc, je pense que c'est une super bonne question, très bonne question, parce que finalement, ce n'est pas facile et pourtant, c'est là où se fait la différence bien souvent entre les finalistes. Ok, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à cette question. On a une question qui nous parvient dans le chat. Finalement, quelles évolutions des parts variables et des avantages annexes pour un juriste aujourd'hui sur le marché? Tu veux répondre, quelles évolutions des parts variables? Je pense que ça va dans le sens de ce que tu viens de dire avec le fait d'être business partner. Aujourd'hui, une entreprise qui donne une part variable à un juriste, ça montre aussi qu'elle a vraiment conscience de ces attitudes business que le juriste doit avoir. Et c'est très bien parce que justement, le juriste n'est plus une fonction support, mais vraiment un business partner. Et le variable a du sens dans ce contexte-là. C'est vrai que c'était des choses qu'on voyait moins maintenant et qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Je pense que vous êtes d'accord, je pense que tu es d'accord avec moi, Charles. On est de plus en plus sur des mandats avec une part variable en juridique. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours du variable assez conséquent pour des fonctions de direction, fortiori dans les plus grandes entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le variable commence au premier niveau. Voilà. Quand je parle du variable, évidemment, vous l'aurez compris, c'est le bonus et surtout sur la partie des critères de performance individuelle. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tant une question de quantum, mais une question d'en faire profiter quasiment tout le monde aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'exceptions encore, mais c'est vrai que moi, comme un client, sur une création de poste me demande, dès lors qu'il n'y a pas un no-go de la part du groupe ou une difficulté, j'incite vraiment à mettre en place ce genre de bonus individuel. Alors, c'est important aussi de noter que c'est quand même une année compliquée en la matière, puisque effectivement, il y a des grands groupes qui ont demandé beaucoup d'efforts forcément avec leurs juristes. Hein. Parfois, je caricature, mais nous, c'est ce qu'on entend. Hein. Les candidats qui peuvent se confier ont un peu mal vécu le fait d'avoir été très sollicités. Pour autant, vu comme une fonction support, donc un coût, parfois avec du chômage par-dessus. Et donc, effectivement, avoir une fin d'année où on leur dit que cette partie de bonus est réduite comme peau de chagrin, il y a une contradiction forcément. Voilà. Donc, ça a été chez nous vécu pour nos talents parfois comme quelque chose de très frustrant. Donc, je pense qu'il faut regarder ça à deux fois, évidemment. Une réflexion qui est intéressante, après, c'est les critères, la part qu'on met sur l'individuel et le collectif dans ce bonus. J'étais récemment avec une direction générale qui me disait, nous, finalement, on a le même raisonnement, on veut vraiment que les juristes soient vus comme des business partners, pour autant, on va justement réduire finalement la partie de critères individuels pour vraiment mettre un focus sur la partie collective. Pourquoi? L'idée, c'est de dire qu'on est tous dans le même bateau, hein, et les juristes comme les sales et comme les gens du front. Hein, et donc, effectivement, du coup, il faut que ce soit une réussite collective et les critères collectifs étaient davantage mis en avant. Voilà, donc, il y a vraiment des modèles différents, mais l'objectif est toujours le même, montrer qu'effectivement, on peut surperformer en tant que juriste et être business partner.
Et on a une nouvelle question, vous y avez déjà répondu en partie, mais finalement, comment motiver les juristes en poste à sortir de leur zone de confort en acceptant peut-être un poste plus challengeant? Comment faire pour les motiver? Ça, c'est une bonne question parce que c'est vraiment très individuel, effectivement. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle de réussite. C'est vrai que pendant longtemps, c'était grosso modo soit rajouter des types de compétences juridiques, soit avoir une équipe, soit avoir un titre plus élevé. Ce qu'on voit dans l'univers, on en parlait tout à l'heure, des startups, des nouvelles générations, avec tous les guillemets qu'on veut bien y mettre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des attentes aussi très différentes. Voilà, donc, l'objectif, c'est souvent parfois d'avoir plus d'impact, hein, parfois de changer de région. Ça peut être parfois de passer de l'autre côté de la barrière opérationnelle, etc. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment attention quand on parle de ces notions, parce que je trouve que ça a énormément changé. Il faut d'abord essayer de comprendre ce qui peut être le driver de chacun. Ok, merci beaucoup. On va pouvoir passer à notre troisième partie, à savoir le nouveau souffle du management de transition. Et là, Xavier, en fait, on a eu une première question au moment où on a évoqué les tendances que nous allions évoquer justement pendant ce webinaire. Et tout simplement, quid du management de transition juridique? Qu'est-ce que c'est? Le management de transition juridique, déjà, c'était un marché de niche, fortement de niche, il y a encore quelques années, qui est en train de prendre une vraie envergure maintenant depuis 3-4 ans, hein, qui s'est, je pense, et qui va encore s'accélérer avec l'effet Covid et surtout la sortie de crise Covid et le remodèlement aussi des business des entreprises. Alors, Charles, on a parlé tout à l'heure sur l'aspect business partner, mais plus que jamais, en tout cas, ces fonctions vont changer et être en transformation. Du coup, en effet, ce sont des missions de transition qu'on voit de plus en plus nombreuses. Je vois qu'il y a une deuxième question après sur combien y a-t-il en moyenne de missions de management de transition. Donc, je vais un peu répondre aux deux aussi, en dehors de la rémunération et de la façon dont ça se passe dans le management de transition. On a à peu près une centaine de missions sur le marché en France de direction juridique ou de vraiment une mission projet, c'est-à-dire des missions qui démarrent d'un point A à un point B, qui doivent amener des livrables, en tout cas quelque chose qui va transformer, impacter la société ou le business. Après, on a tout le pan dit de management relais, où il s'agit là pour le coup de remplacer un cadre au pied levé suite un départ, le temps que, par exemple, l'executive search trouve le bon candidat, par exemple sur des congés maternité, des congés maladie. Là, pour le coup, ça se compte par milliers sur le marché, hein, donc ce sont des missions plus que fréquentes, et qu'encore une fois, on voit de plus en plus pratiquées par nos clients, parce que au sens large, le management de transition dans les entreprises n'est plus qu'un champ régalien comme c'était pour la finance ou les RH. Aujourd'hui, est amené à être de plus en plus présent dans toutes les entreprises. Donc ça, c'est vraiment déjà sur la partie mission et nombre de missions. Je vais revenir maintenant sur la première aussi question que je vois apparaître sur la partie rémunération. En fait, un manager de transition, il se rémunère sur un taux jour, c'est-à-dire un taux qui est fixé, qui est travaillé soit avec le cabinet de management de transition, soit avec un cabinet de portage, qui va correspondre notamment à ses attentes en termes de rémunération, ou du moins ce qu'il estime être aussi le fruit du travail qu'il va devoir réaliser sur la mission, et ensuite sera payé donc au nombre de jours qu'il effectuera réellement dans le cadre de sa mission. J'ai fait la distinction tout à l'heure entre les missions de transition et les missions de management de relais. Globalement, les missions de management de transition sont forcément plus rémunératrices. Elles sont plus rémunératrices parce que plus d'expertise recherchée, parce que plus de dimensions recherchées, et aussi parce que l'investissement du manager de transition, j'en entends beaucoup notamment qui sont rompus à ce sujet, m'expliquent qu'être manager de transition, c'est être manager de transition 24 heures sur 24. En effet, les temps impartis pour transformer une organisation, mener un projet sont limités dans le temps. Et donc, forcément, il faut faire avancer au mieux et être avec une vraie disponibilité pour l'entreprise
ce qui explique que les honoraires sont souvent un peu plus élevés sur ces types de missions. Ok Xavier, merci beaucoup. Est-ce que toi, tu as constaté finalement, depuis la crise sanitaire, une montée en puissance réelle du management de transition? Est-ce que tu as plus de demandes de la part de tes clients sur ce sujet-là? Est-ce que tu reçois également plus de CV? Alors, on ne reçoit pas plus de CV parce que je crois que, comme à peu près sur tout le marché, ça reste un marché quand même qui est pénurique. Enfin, globalement, d'ailleurs, c'est intéressant sur le marché du management de transition au sens large. On a de plus en plus, comme dans l'executive search, un marché caché du manager de transition, à savoir des managers de transition qui sont connus et reconnus et qui attendent que les cabinets comme nous ou les entreprises directement leur proposent des missions sans être visibles sur tel ou tel site d'emploi. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, oui, en effet, on sent que le mouvement est bien plus important parce que je pense à des pans d'activité qui ont été très fortement impactés par la crise Covid. Je pense à l'hôtellerie-restauration, je pense au retail, je pense à tous ces pans de business qui ont été coupés de leurs clients pendant des mois et des mois et des mois, vont entreprendre ou entreprennent déjà une transformation qui vont amener probablement déjà soit des remodelages complets des organisations, soit des fusions-acquisitions. Et là, dans ces moments-là, on a besoin de compétences pointues en social, en droit des sociétés, sur des sujets particuliers, le temps de l'opération. Ça ne nécessite pas, enfin, comme on ne sait pas du tout d'ailleurs quelle sera l'organisation type à l'issue de la fusion, ça ne nécessite pas forcément de recruter quelqu'un en CDI. Et puis après, ça avait déjà commencé bien avant la crise Covid, mais on a quand même une accélération, et on le sent même dans nos rapports au quotidien aux clients et à notre vie, les sujets de RGPD qui sont aujourd'hui des sujets majeurs, un mouvement européen, donc qui ne concerne vraiment pas que la France, qui est quand même lourd à transformer dans les entreprises. Donc, existent aujourd'hui des structures qui sont spécialisées dans le conseil, qui peuvent répondre à ces attentes, mais souvent, on a cette demande de nos clients d'avoir quelqu'un qui va venir quelques mois, qui va venir déjà auditer ce qui est fait dans l'entreprise et qui va mener opérationnellement la mise à jour des process RGPD dans l'entreprise. Marilyn, Charles, vous confirmez ça? Est-ce que de votre côté, vous avez également des demandes de la part de vos clients sur le management de transition? Oui, tout à fait. Et même au-delà du management de transition, je dirais que pour des missions, c'est vrai qu'on a aussi des demandes en CDD, intérim, etc. Et puis, on a vraiment vu une évolution ces dernières années sur les missions en intérim qu'on gère également. Le juridique, c'est vrai, était un petit peu réticent sur la notion d'intérim. Et aujourd'hui, on peut vraiment avoir des belles missions aussi sur ces types de contrats, des contrats-là. Ce qu'on voit, c'est qu'au départ, c'est vrai qu'on était plutôt sur des missions CDI et maintenant, aujourd'hui, les juristes s'ouvrent et sont beaucoup plus ouverts aussi à avoir différentes expériences. Je pense que Charles est aussi d'accord avec moi sur les profils plus expérimentés. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les missions sont vues aussi comme des expériences vraiment et plus comme des choix des deuxièmes choix, en fait. Oui, exactement. C'est rentré vraiment beaucoup plus dans la norme d'avoir des missions de haute valeur ajoutée. J'insiste sur le terme de transition, parce que le terme d'intérim peut laisser effectivement une impression un peu différente que quand on parle de management de transition. Encore une fois, je confirme, c'est un atout formidable aussi pour des profils qui veulent travailler dans certains secteurs d'activité qui, par expérience, sont quand même plus fermés. Je pense notamment au luxe, au life science, à la banque, la banque, services financiers. Ces trois secteurs, en général, demandent in fine, même si au départ, souvent dans les briefs, il y a sans doute une volonté d'ouverture, mais au final, ils souhaitent avoir quelqu'un qui vient du domaine. Et donc, avoir cette première expérience en transition, parfois suffit pour légitimer, pour avoir ce vernis nécessaire et justement pour pouvoir décrocher le job derrière. Voilà. Deuxièmement, juste pour finir, encore une fois, dans l'esprit
aussi des recruteurs au sens large. Vraiment, il y a une nouvelle approche. Donc, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on promeut véritablement, à la fois côté talent, côté client. Et bien souvent, quand il y a un pitch fait par un de mes clients, finalement, qui exprime son besoin et pense vouloir avoir besoin de recruter finalement une personne en CDI, ou alors plus junior parce qu'il y a une question de budget, eh bien, on peut plutôt les renvoyer vers l'équipe de Xavier. J'ai un exemple en tête alors, sur la fiscalité que je cite régulièrement parce que ça m'avait marqué. C'était une grande entreprise qui refaisait ses prix de transfert et finalement avait un budget X et comptait recruter quelqu'un de Big Four, sans doute très, très bien, mais relativement jeune. Et là, je trouvais que c'était très intéressant de recruter quelqu'un qui avait 35 ans de métier, qui avait fait cet exercice de refaire les prix de transfert de plusieurs groupes internationaux, et ce, pour une durée de 12 mois. Voilà. Donc, voilà, c'est des exemples où ce n'est pas encore rentré dans les mœurs. Il y a un besoin, mais il n'est pas forcément exprimé, il n'est pas forcément dans les habitudes côté juridique, mais aujourd'hui, et côté talent et côté business, ça vient de plus en plus. Ouais. Puis je voulais répondre aussi sur une deuxième partie à la question qui a été posée, Marion, puisque la question, c'était est-ce que la crise Covid amène plus de missions. Peut-être qu'on en parlera peut-être plus tard, mais cette crise Covid aussi a changé le rapport des gens à leur vie. Enfin, ça, tout le monde a pu le constater, que ce soit sur le télétravail, que ce soit sur la volonté de vivre plus proche de ses familles, des enfants. Moi, sur la population que je gère, sur les managers de transition, on a des gens qui, pour beaucoup, sont plutôt en fin de carrière, hein, sans faire injure, en tout cas, sont des gens très expérimentés, pour faire simple, qui eux-mêmes, souvent, ont, pas forcément de famille à charge parce qu'il y a des enfants grands, mais ont des aînés. Et des aînés, on l'a vu là pendant nos périodes de confinement, qu'on n'a pas pu voir, dont on n'a pas pu s'occuper. Donc, du coup, ça devient aussi un vrai sujet pour eux de pouvoir avoir du temps pour s'occuper de eux, de leurs aînés, de vivre un peu ailleurs, de vivre à leur rythme. Donc, la transformation aussi qui a amené cette crise Covid dans nos missions de transition, c'est qu'on a finalement des demandes de la part de nos managers de transition et moins de nos clients d'avoir des missions à temps partiel, donc avoir travaillé éventuellement 3 ou 4 jours par semaine pour se libérer 1 ou 2 jours pour vraiment faire autre chose. Donc ça, c'est une évolution majeure qu'on a connue, accélérée très fortement par la crise Covid et qui en plus a fait sauter des cadenas, puisque il y a aussi une énorme transformation pour le coup qu'on a connue dans cette crise Covid. C'est que quand même, on a eu des missions de transition où nos candidats ont fait des missions de transition sans jamais aller chez le client. Ce qui aurait été vraiment complètement inconcevable avant 2020. Donc, cette crise Covid a transformé aussi les rapports entre les gens. Je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'expertise. Plus que jamais, nos clients sont à la recherche d'expertise aussi aujourd'hui. Et puis après, le savoir-être en entreprise aussi, forcément, enfin, du moins, les qualités de savoir-être ont été complètement modifiées et rebattues parce que la question, c'est comment manager un service pendant 6 mois en n'ayant pas forcément mis les pieds dans l'entreprise. Donc voilà, tout ça amène ces transformations majeures qu'on a pu avoir à cause ou grâce peut-être à la crise Covid. On a une question qui nous arrive dans le chat de la part de Véronique. Comment gérez-vous les 2 activités management de transition et recrutement chez Morgan Phillips et Fight? Avez-vous une base unique de candidats? Alors, déjà, au niveau de Morgan Phillips, bon, c'est un des axes majeurs de la création de notre cabinet, c'est qu'on a une base de données mondiale et unique. Donc, là-dessus, on peut répondre assez facilement à la question. Donc, en effet, les candidats, qu'ils soient qualifiés par Fight, par nos activités Executive Search ou par nous-mêmes en management de transition, se retrouvent tous accessibles en France et à l'étranger par nos différentes activités, donc en France et à l'étranger. Il n'est pas exclu donc, et ça arrive assez régulièrement, on ait, nous, des candidats qui fassent 1 ou 2 missions de transition avec nous, qui ensuite soient recrutés pour un poste pérenne par Executive Search et vice-versa. Enfin, je laisse peut-être me confirmer. Mais oui, tout à fait. Le but, en fait, c'est de pouvoir accompagner nos talents au mieux, leur proposer des missions qui leur correspondent le plus. Et puis, effectivement, on échange entre nous. Et on connaît, bien sûr, on a des candidats en commun. Et c'est très bien parce que ça nous permet de proposer un maximum de choses.
Oui, aujourd'hui, corrige-moi, hein, mais j'ai pas plus l'impression qu'il y a uniquement les managers de transition à 100%, des purs professionnels de transition. Il y en a, mais il y a vraiment, encore une fois, des allers-retours entre la transition et le permanent. Le dernier recrutement M&A que j'ai fait, c'était quelqu'un qui était très haut niveau en management de transition dans un groupe du CAC 40 qui était très intéressé par cette mission, mais dont la vocation était de reprendre une autre direction juridique M&A à terme. Donc, c'est très important de pouvoir communiquer, non seulement donc, la base de données, mais surtout communiquer entre nous, justement, de faire des points réguliers, parce qu'effectivement, il y a des passerelles qui sont évidentes. Et puis, pour rebondir sur ce que tu dis là, parce que c'est vraiment un sujet qui est très intéressant, on va essayer de ne plus faire trop de dissertation sur le sujet, mais on s'aperçoit que des personnes passées 30, 35 ans d'expérience, finalement, se posent moins la question contractuelle de leur mission. Ce qui les intéresse, c'est le contenu. Donc, que ce soit sur un format de 6, 8, 12 ou… puis en plus, on sait que le CDI aussi ne veut plus rien dire non plus. Hein, c'est pas parce que vous êtes en CDI que vous allez rester 3, 4, 5 ans dans une entreprise. Donc, le vecteur contractuel ne devient plus vraiment un sujet pour nos candidats, ce qui fait qu'en effet, je te rejoins, ils sont amenés parfois à alterner entre missions, en portage, en CDD, puis un CDI, puis à nouveau un CDD, un portage. Donc, voilà. C'est une autre façon aussi de construire sa carrière. Alors là, qui n'est pas un effet de la crise Covid, parce que c'est déjà quelque chose qui existait avant, et puis aussi, on ne va pas se leurrer, accéléré par quelque chose qui n'a pas été forcément, qui j'estime n'est pas forcément une bonne tendance qui a été faite, à savoir du jeunisme dans les entreprises. C'est une façon aussi de perdre de l'expertise, et c'est aussi vecteur finalement de mission de transition, c'est-à-dire on remercie les aînés pour prendre des jeunes à haut potentiel qui sont très très bien, mais parfois, dans certains tournants de l'entreprise, on n'a plus ces sages qui ont déjà vu telle ou telle situation, et donc on est amené à en faire revenir le temps d'une mission pour aussi faire passer un cap à ces plus jeunes qui, par manque d'expérience, n'ont pas encore vu parfois des situations complexes. On l'avait vu, vaste sujet, le management de transition. Xavier, tu veux peut-être rajouter quelque chose, Marie-Line ou Charles, ou est-ce qu'on peut passer à la dernière Allons-y. On passe. C'est des questions. Et en plus, pas des moindres, l'attraction et la rétention des talents en juridique. La première question, finalement, aujourd'hui, quelles sont les attentes des talents? La crise a-t-elle changé la donne? Qui se sent de répondre à cette question? Je veux bien répondre. Moi, pour mon point, c'est de la même manière. Moi, je trouve que finalement, les attentes sont restées pour partie les mêmes, mais le curseur est un peu différent, un peu plus loin. Alors, quand même, la grande différence, c'est une banalité, mais aujourd'hui, c'est notamment sur la flexibilité, que ce soit sur le télétravail, le travail à distance plus généralement. Donc, effectivement, nous, nos talents, c'est une des premières questions qu'ils nous posent si il y a une possibilité de s'organiser autrement, soit parce qu'ils veulent travailler en région, soit parce qu'ils veulent être isolés 1 ou 2 jours chez eux. Et notamment les juristes, ils trouvent quand même bien souvent leur compte pour pouvoir parfois être vraiment concentrés sur du travail rédactionnel, par exemple, contractuel, des choses comme ça. Et ça, le fait d'avoir cette flexibilité, c'est important pour eux. L'idée aussi, encore une fois, c'est de s'organiser, avoir une vie équilibrée, vie pro, vie perso. Et ça encore, c'est quelque chose qui était peut-être plus délicat, mais toujours exprimé, et aujourd'hui qui passe beaucoup mieux. Donc, il y a vraiment des choses qu'on peut faire en tant que manager qui permettent d'attirer les talents, qui sont bien au-delà de la simple question de la rémunération et qui sont effectivement du domaine de l'organisation du travail. Le deuxième point, encore une fois, on parle souvent que la génération, c'est la nouvelle génération, entre guillemets, X, Y, Z, bref, peu importe, mais qui met en exergue mais les valeurs, encore une fois, je pense que quiconque à recherche, à la fois du point de vue de son manager, du point de vue plus généralement de l'organisation, une certaine bienveillance, voilà, encore une fois, des valeurs fortes exprimées. Mais je pense que ça va de plus en plus loin aujourd'hui. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nos talents veulent vraiment comprendre où va l'entreprise, ont des attentes en termes de RSE, ont des attentes en termes de management des équipes, ont de plus en plus de mal avec certains types de management qui peuvent paraître compliqués.
hein, sans compter l'activité de l'entreprise, où grosso modo, c'était plutôt exceptionnel d'avoir un no-go d'un candidat parce qu'on était, l'exemple revenait souvent du tabac, de l'armement, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Et même certaines activités qui peuvent paraître a priori inoffensives, en tout cas neutres de ce point de vue-là, vous avez des profils qui vont assez loin et qui ont besoin d'être fiers et du produit et de l'organisation et de la façon dont que généralement l'organisation du travail est faite. Voilà. Un dernier point peut-être très vite, mais aujourd'hui, et ça rejoint la question du business partner, les juristes souvent me disent quel est le rôle du juriste. C'est une question qui est presque philosophique, question qui revient souvent chez les RH. Comment est la fonction des RH? Voilà. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un juriste? L'idée, c'est vraiment d'avoir de l'impact, de pouvoir proposer des choses, de pouvoir effectivement créer aussi des choses, des process, etc. Donc tout ça va avec l'idée qu'on peut de moins en moins être vu comme une fonction de support, mais vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, je trouve que ça revient beaucoup plus qu'autrefois. Donc c'est quelques indices, entre guillemets. Hein. L'idée, c'est pas de donner une leçon à personne, mais nous, c'est vrai, comme on a ce feedback et ces commentaires sans filet des talents, c'est intéressant de les faire partager. Je crois que pour résumer ce que tu dis, Charles, parce que ça touche vraiment plus que la fonction juridique, et que c'est là aujourd'hui où on peut avoir une incompréhension encore parfois entre nos candidats et nos clients, c'est que nos candidats ont plus que jamais un besoin de quête de sens dans ce qu'ils vont faire, dans leur impact, comme tu disais, dans le business de la société. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que doivent bien comprendre les entreprises, qu'elles doivent vraiment donner du sens au métier des personnes qu'elles emploient. Marilyn, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Dans le même sens, mais c'était très bien résumé. Pareil côté Fight pour nos talents. Le sens, l'intérêt et puis surtout à l'entreprise de donner envie de rejoindre la société et vraiment avec des choses concrètes et des exemples et vraiment voilà, attirer les meilleurs talents avec le sens. C'est aussi ce qu'on voit côté Fight. Okay. Moi, j'ai une question un peu personnelle, peut-être légèrement provocante. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire carrière en région dans le secteur juridique? Je pense qu'on peut faire carrière partout et je pense que la crise nous l'a montré encore plus. Au-delà, je dirais, du fait que maintenant le télétravail, c'est quasiment la norme. Hein. Il y a de plus en plus de juristes et de postes qu'on a eu là, depuis 2020 qui proposent aux juristes, pour des postes à Paris, de ne pas être à Paris, d'être en région et de venir quelques jours par mois, par semaine au bureau. Donc, ça, clairement, la crise est allée dans ce sens-là. Et puis, je pense que les candidats l'ont vu aussi. On a de plus en plus d'entreprises qui, justement, veulent attirer les talents et vont s'implanter dans des régions qui ont le vent en poupe. Je pense à Nantes, je pense à Bordeaux aussi, qui est très attractive et dans laquelle, bien sûr, on peut faire une belle carrière. Donc, que ce soit en télétravail ou dans les belles villes françaises, bien sûr, on peut tout à fait faire carrière en dehors de l'Île-de-France. Moi, juste pour compléter, hein, c'est intéressant, c'est vraiment très, très intéressant cette question parce que ça suit aussi les dernières tendances qu'on peut avoir au travers de la dernière étude Xerfi avec France Transition sur le management de transition. C'est qu'entre 2016 et 2019, donc il y avait une première étude sur le marché qui a été faite en 2016, une deuxième version du nombre de missions de transition entre Paris et les régions. À savoir que c'était du 60-40 pour Paris versus les régions, et c'est devenu du 60-40 pour les régions versus Paris. Donc, ça répond en partie à cette question-là. Et pourquoi, justement, on a cette inversion? C'est que les régions sont formidablement maillées de grosses PME ou de TI qui, alors pour le management de transition, et ça répond aussi en partie à la question sur le recrutement CDI, ont énormément de mal à attirer les cadres parisiens, hein, pour résumer. Alors peut-être que ça va changer justement avec la crise Covid. Et donc du coup, utiliser des missions de transition pour pouvoir acquérir des compétences d'un certain niveau qui vont leur permettre juste aussi de passer un cap
souvent dans des problématiques de taille critique. Enfin, on a quand même des entreprises qui font 1, 2, 3 milliards, voire plus en province, et qui ont beaucoup, beaucoup de mal à attirer des gens de très haut niveau pour driver la croissance. Alors, comme tu le dis, hein, Marilyn, ça a peut-être changé aussi, et puis comme on l'a dit, hein, avec les rapports de volonté de télétravail, d'être peut-être moins présent dans les zones très urbaines, comme peut l'être l'Île-de-France, mais en tout cas, le management de transition est un vrai vecteur de mission en province pour ces raisons-là. Ok, merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à cette question. On a deux questions qui sont arrivées qui sont similaires donc, de la part d'Isabelle et de Nathalie. Aujourd'hui, quels sont les profils les plus recrutés, les postes sensibles sur le marché du recrutement? Je parle pour Fight, hein. Je laisserai parler pour Transition et Morgan Phillips. Les postes qui sont recherchés, nous, à travers les mandats qu'on a récemment, c'est vrai que des gens avec des compétences dans les nouvelles technologies, alors je me répète, hein, c'est pas très original par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais c'est vrai que c'est des profils qui sont énormément demandés. À côté de ça, on a aussi des profils compliance qui sont très demandés. Ça, c'est sur les matières. Je ne sais pas si c'était vraiment le sens de la question sur les matières et les secteurs d'activité. Mais c'est vrai que c'est des choses, données personnelles aussi. Hein, c'est des compétences qui sont régulièrement demandées. Charles, tu voulais ajouter quelque chose? Il y a une stricte parallélisme au niveau des profils seniors, hein, et vraiment de loin. Aujourd'hui, les juristes très orientés nouvelles technologies, et puis après on rentre dans les détails sur quel type de technologie, quel type de contrat, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est un boom. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites une chasse sur les meilleurs profils du marché, vous pouvez être assuré que ce sont des gens qui ont été contactés plusieurs fois. Et s'ils sont un tout petit peu plus à l'écoute que la moyenne, ils peuvent avoir 3, 4 pistes à côté. Donc, aujourd'hui, les salaires sont en train de vraiment monter sur cette partie. Hein. Sont en plus dopés par les premiers recrutements de certaines sociétés type start-up et scale-up. Donc ça, c'est un élément clé. Deuxième partie, oui, la compliance, toujours d'actualité, même si ça a déjà beaucoup recruté. Hein. Mais effectivement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui considèrent être pas complètement outillées en la matière. Donc, effectivement, toujours très d'actualité. Le M&A pour les meilleurs talents, effectivement, dans un marché où le M&A marche fort. Voilà, sur certains profils très, très pointus, issus soit de certains grands groupes, soit de certains cabinets de pointe, cabinets d'avocats. Moi, j'ai une demande très forte là-dessus, hein, du reste, tout ce qu'on dit là est conforté par l'étude de rémunération qui a déjà quelques mois, mais tout ça est encore renforcé et va encore plus loin. Data privacy, c'est pareil. Il y a beaucoup de recrutements qui ont été faits. Parfois, ça a été des recrutements en interne. Donc, effectivement, il y a un petit peu moins de volume de recrutement, mais c'est des profils qui sont quand même toujours très demandés. Et à tout le moins, sur des profils généralistes ou de direction juridique, on demande de maîtriser ses compétences ou d'avoir exercé en la matière. Voilà. Les nouvelles générations, c'est vrai que leurs attentes sont souvent avoir du sens, avoir un équilibre vie pro, vie perso, pour avoir des activités extra-professionnelles. Finalement, est-ce qu'une mère de famille de 40 ans n'a-t-elle pas plus besoin d'un équilibre vie pro, vie perso qu'un jeune juriste de 27 ans célibataire qui débute? Quel est votre avis sur la question? Oui, une mère de famille déjà. Pardon. Là, c'est une question qui provoque. Ouais. Mince. On pourrait très bien aussi avoir des pères de famille très, très occupés avec leurs enfants. Alors, on considère père ou mère de famille, pardon. On va faire qu'avec l'âge alors. Et même l'âge. Non, mais c'est une bonne question. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. C'est souvent une demande des nouvelles générations. Mais pas que, c'est ce que je disais aussi. Hein, ou alors c'est une mauvaise caricature peut-être. Je crois que c'est une demande sociétale aujourd'hui. C'est même plus une question générationnelle. Hein. Alors oui, ça a été drivé par les jeunes générations il y a quelques années sur l'équilibre vie perso, vie pro, qui demandait à être totalement rééquilibré, hein, qui a amené des zones de friction d'ailleurs avec les plus anciennes générations qui les ont managés, qui ont eu du mal à les comprendre. Je crois qu'il y a en effet, après je laisserai mes camarades répondre sur le sujet, mais un avant, un après crise Covid dans laquelle on ne reviendra pas. Et aujourd'hui,
la dichotomie vie perso, vie pro concerne tous les âges. Alors, pour des raisons différentes, en effet, quand on a 40 ans et qu'on a 2 ou 3 enfants à la maison, c'est une contrainte forte, en tout cas, de vouloir s'en occuper. Quand on a 50, 55 ans, qu'on a ses parents, ou 60 ans, qu'on a ses parents en EHPAD, c'est aussi, on a envie de s'en occuper, encore plus aujourd'hui. Et puis, plus largement, on a aussi envie d'avoir du temps pour soi, pour aller à la pub, pour aller au musée, pour aller au cinéma, pour faire du sport, voilà. Donc, je crois qu'il y a un avant, un après quand même sur ce sujet-là. Ouais, moi, je crois que c'est surtout les jeunes générations parfois qui l'ont exprimé davantage et du coup qui ont un peu montré l'exemple finalement. Mais je pense que tout le monde aspire à avoir une vie à peu près équilibrée de ce point de vue-là. Ça n'empêche pas, sur certaines fonctions de direction ou dans des périodes évidemment compliquées, que voilà, on a des talents qui sont vraiment 100% boulot pendant des périodes données. Il y a évidemment ce cas de figure. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est tout le monde qui ose en parler. Je dis parce que c'était un tabou. Le directeur sur un juridique, voilà, il fallait qu'il explique qu'il était un surhomme. Et c'est pareil, il y avait presque un tabou de s'expliquer d'expliquer qu'on s'occupe de sa famille, etc. etc. Aujourd'hui, c'est même presque l'inverse. Moi, quand j'ai des interviews que j'accompagne mes talents pour des entretiens avec mes clients, eh bien, voilà, dans la limite du politiquement correct, mais ils essayent de savoir comment ces personnes sont équilibrées, comment font face à des difficultés, comment gèrent la crise à la fois professionnelle et puis réagissent en toutes circonstances. Donc voilà, c'est intéressant et je trouve qu'il y a plus ce tabou. Et dernier point, j'ajouterais que le télétravail est vu de manière très différente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une manière de dire OK, on accepte le télétravail en tant qu'employeur, mais on va contrôler, on va vérifier que le travail est fait, etc. Et aujourd'hui, et ça, je pense que c'est un avant, c'est vraiment une donne qui a changé par le télétravail. On ne cherche même plus à contrôler, c'est à 14h ou 15h, la personne travaille, à la limite. On s'en fiche du moment que le travail est fait en fin de semaine et qu'on est à peu près joignable, etc. Mais donc, ça a vraiment changé et c'est finalement c'est plutôt les gens expérimentés qui aujourd'hui acceptent de se livrer là-dessus, étonnamment. Puis je crois que ça va rejoindre aussi ce que tu disais tout à l'heure sur comment garder ou attirer les talents. C'est que moi, ce que j'en vois aussi bien chez les candidats que chez les clients, c'est que ceux qui conserveront un management dit traditionnel à la française, à savoir ultra pyramidal, à devoir contrôler, checker, il est 17h30, t'es où, etc. Bien sûr, qui vont devoir quand même malgré tout contrôler que le travail est fait, mais qui resteront sur du présentéisme, sur tout cela, ils auront perdu la guerre des talents. Je pense que ça va être vraiment le vrai sujet de demain. Un manager, il va devoir manager autrement. Il va devoir manager en voyant pas forcément les gens tous les jours, en faisant confiance aussi. Ça va être des rapports de confiance beaucoup plus à établir entre la hiérarchie et les personnes managées. Et puis, surtout, avec un contrôle du volume réalisé et pas de la tâche quotidienne. Exactement. Et c'est un tout petit peu hors sujet, mais je pense que c'est intéressant de le noter. La conséquence, c'est que nous, on a de plus en plus de profils excellents d'avocats. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours eu des passerelles entre le métier d'avocat et de juriste, mais aujourd'hui, les profils ont changé. C'est vraiment aujourd'hui le fait que l'entreprise s'est peut-être plus rapidement habituée à cette demande, cette exigence de l'équilibre vie privée et vie perso, attire quand même des grands talents et donc l'entreprise a gagné, je pense, puisqu'il y a des gens en cabinet, des profils en cabinet, ils sont vraiment excellents, qu'on peut davantage attirer au sein des directions juridiques. Voilà. Ça change un peu la donne aussi. Enfin, il y a d'autres raisons, on le sait, la difficulté pour être partenaire, effectivement, en cabinet, etc. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Nous, on évoque souvent, de la part des avocats, l'équilibre vie privée, vie pro. Et encore une fois, il ne faut pas faire de clichés. Ce n'est pas réservé. Aujourd'hui, c'est celle qu'on ne voulait pas recruter, justement, parce qu'on en avait peur. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Ouais, exactement. Recruter des jeunes mères de famille.
payer nos retraites. La conclusion, finalement, c'est que le secteur juridique, les talents du juridique ne font pas exception et leurs attentes restent les mêmes que les talents pour avoir fait l'exercice avec les talents du secteur de l'industrie pharma ou de la santé ou de l'IT. Finalement, les attentes restent les mêmes. Équilibre du produit perso, donner du sens à son quotidien, à ses actions. Finalement, les attentes sont similaires pour tout le monde. Peut-être dernière question, un peu moins dans la rétention des talents, un petit peu plus dans l'attraction. Quels seraient vos conseils en tant que recruteur, que ce soit en chasse de tête, plus pour Fight ou en intérim management, pour s'assurer une visibilité optimale pour un recrutement de DJ, de directeur juridique, généralement très, très confidentiel? On parle de l'employeur, c'est ça? On parle côté candidat ou employeur, en fait, dans la question? Employeur. D'accord. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet, j'allais dire général, c'est l'employment branding. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça a toujours c'est un sujet justement bien au-delà du juridique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les services juridiques sont davantage visibles en termes de com. Moi, je vois, il suffit de voir certains directeurs juridiques. D'ailleurs, il y a un classement qui a été fait sur ceux qui avaient le plus d'impact sur les réseaux sociaux. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils expliquent comment fonctionne leur service juridique, quels outils ils ont mis en place. Ils peuvent se mettre en avant aussi certaines valeurs, le fait qu'il y ait des équipes stables, etc. Donc ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'on voyait assez peu. Voilà. D'ailleurs, encore une fois, on n'est pas là pour parler de la partie avocat, mais grand changement aussi, où la culture quasiment organisée de secret, de discrétion des sites Internet quasi inexistants. Aujourd'hui, vous avez certains très grands cabinets de niche qui publient des annonces, expliquent pourquoi il faut rejoindre la structure. Et c'est exactement pareil dans le sein des départements juridiques. Donc déjà, je pense, c'est travailler sur là-dessus, communiquer tout simplement. Sur sa marque employeur. Je n'ai pas eu plus de détails sur la question, mais j'imagine que la question de Nadine était également portée sur nous, sur vous. Est-ce que vous assurez au cabinet, aux entreprises qui recrutent, une 100% de confidentialité dans les postes que vous publiez, que l'on publie? Si on est en confidentiel, moi de mon côté, quand je travaille sur des missions confidentielles ou mes équipes, on ne publie pas d'annonce a priori déjà. Donc on est quand même vraiment sur... en effet, on fait, nous, en tout cas, signer aussi des NDA à nos managers de transition pour assurer la totale confidentialité des missions chez nos clients. Alors après, toutes les missions ne sont pas confidentielles, puisqu'on a quand même des missions qui sont des missions de transformation, et notamment en transition, on peut se mettre soit à la place d'eux, soit à côté d'eux. Donc, c'est vrai qu'à la place d'eux, ça peut être éventuellement confidentiel, mais à côté d'eux, c'est l'idée de faire grandir une personne en poste au travers de la recherche d'une expertise supplémentaire. Donc là, en effet, on est moins sur la confidentialité sur ce genre de mission, mais si on est dans une recherche confidentielle, on en assure la totale confidentialité, y compris même des éléments clés des missions chez nos clients qu'on ne révèle qu'en bout de chaîne quand on est sûr que la personne est une personne qui va presque aller au bout du process. De notre côté aussi, chez Fight Morgan Phillips, évidemment, confidentialité côté candidat, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est évidemment confidentiel. Donc, nos candidats peuvent être rassurés sur ce point. Et pareil que pour transition, côté employeur, c'est de la confidentialité. Évidemment, c'est principal. Donc c'est un sujet qui est important pour nous. Et tout est bien sûr confidentiel quand ça va. Ouais, alors sur l'exécutif, c'est même le nerf de la guerre, j'allais dire, parce que le gros des missions, c'est quand même des recrutements liés à des remplacements où parfois, effectivement, ce n'est pas encore effectué. Donc, vous imaginez bien qu'il faut être ultra discret. Deuxièmement, côté candidat, c'est aussi le nerf de la guerre parce qu'il y a une relation de confiance qui doit s'opérer entre le chasseur et les talents. Si la confiance est rompue, eh bien, effectivement, c'est dramatique puisque vous faites pas le boulot, puisque votre objectif, c'est d'attirer les meilleurs talents et de les apporter chez les clients. Donc, il y a une relation très, très, très étroite avec vos candidats et vous devez respecter la confidentialité. Et c'est d'autant important, je ne veux pas faire de clichés, mais notre population de juristes, et quand même, puisqu'on parle à nos petits collègues des différents autres métiers,
très, très attentive à ça. Donc, c'est même la première chose qu'on dit aux talents qu'on approche, et évidemment aux clients, et aux talents qu'on approche pour pouvoir être sûr de travailler en confiance. Alors, effectivement, on essaye de se baquer au maximum avec des accords de confidentialité, avec tout un tas de choses qui fait que, normalement, il n'y a aucun problème. Et vraiment, je crois qu'on l'a même mis sur notre page avec Marilyn et Xavier. C'est une de nos premières valeurs, nous, ici, au sein du groupe Morgan Philips. Mais écoutez, merci à tous les trois. On n'a pas de nouvelles questions. On a fait exprès de laisser le slide avec les coordonnées de Marilyn, Charles et Xavier. Malheureusement, on ne peut pas répondre au cas par cas sur telle ou telle rémunération selon votre profil en direct dans ce webinaire. Vous vous doutez bien que c'est beaucoup trop compliqué pour nous. Mais n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de ce webinaire. On tâchera de vous répondre de la façon la plus rapide possible. N'hésitez pas à retélécharger également notre étude de salaire ou de la télécharger parce qu'elle est très détaillée et vous trouverez sûrement réponse à vos questions. On espère que cette session a été intéressante pour vous. On était ravis de vous proposer ce webinaire et on se tient au courant de la suite. Merci à tous, très bonne fin de journée et merci à tous les trois d'avoir animé ce webinaire. Merci Marion, à bientôt. Au revoir.